Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace édition du 20 octobre 2024. Bienvenue tout le monde à l'émission. Une fois de plus, c'est un plaisir de vous recevoir accompagné de Pierre-Olivier Poulain et Félix Forget. Juste à dire, Pop qui s'apprête à passer ces quelques derniers jours en Abitibi parce que Pop, tu as une grande nouvelle à annoncer. Bon, en tout cas, une grande nouvelle. C'est une grande nouvelle. Ah, ok, non, c'est juste. C'est juste pour dire que à partir de la semaine prochaine, en tout cas, pour les 2 prochaines semaines, là, c'est mes 2 dernières semaines en Abitibi parce que j'ai enfin obtenu un travail dans le bout de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que je retourne là où j'ai étudié. Fait que we fucking ride. On sera plus à 9 heures de route de la maison. Ce qui va être encore, par exemple, super drôle, c'est que je vais je vais être à peu près à la même distance de l'autre côté de Boisbriand de vous autres que si j'étais en Abitibi. Fait que pour vous, ça change absolument rien pour vous autres. C'est déjà moins pire, mais quoi qu'il en soit, Pop, ça mérite une belle petite main d'applaudissements de Félix et moi. Tu te rapproches certainement de la maison puis d'une place qui a forgé ton âme journalistique. Oui. Fait que ça va être le fun, ça va être le fun. Mm-hmm. Félix, toi, de ton côté, comment se passe ton début de saison de la Ligue nationale de hockey? Parce qu'on t'a pas parlé la semaine dernière, là. Écoute, ça se va. Le Canadien, c'est pas facile, man. T'essaies de rester positif, t'essaies de dire que peut-être que ça va être la bonne, qu'il va y avoir une petite amélioration, au moins, en tout cas, que ce noyau-là va continuer de progresser. Maudit que c'est difficile. Une chance qu'il y a Lane Hudson qui vaut pas mal le prix d'admission à lui tout seul et Cole Caulfield qui rend ça un peu le fun. Mais je dirais qu'en ce moment, mon début de saison de la LNH est un peu retardé par le fait que, il y a comme des séries au baseball qui se passent. Puis, Mio, peux-tu juste me dire hier, qu'est-ce qu'on a appris en lien avec les séries au baseball? Parce que j'ai comme cru comprendre qu'il y avait une équipe qui était rendue dans ce qu'on appelle la série mondiale, mais je suis pas sûr de comprendre. Peux-tu m'expliquer ça un peu, là? Ben, dans le fond, Félix, la série mondiale, bien que ce soit quelque chose qui se passe aux États-Unis, mais bon, ça va être un autre débat. Mais pour la première fois en 15 ans, la série mondiale mettra en vedette, entre autres, les Yankees de New York. Je disons que Pop, c'est une mauvaise journée pour être un hater. De voir les Yankees qu'on aime tant détester être de retour, puis tu sais quoi? Peut-être, je dis bien peut-être, est-ce qu'on aura un All-Hater World Series alors que les Dodgers tenteront de se faire une place en série mondiale? Je vais y aller de aucun commentaire. On procède à l'épisode. C'est une... Écoute, une chance que la game a fini tard parce que j'aurais clairement bring the Laker après le circuit de Juan Soto en 10e manche quand j'ai vu ça. Écoute, on va rester positif. Les Mets sont encore là. Oui. Mais là, si tu me dis qu'on va avoir une série mondiale Yankees-Dodgers, après avoir vu les Chiefs être officiellement la seule équipe de la NFL à être encore invaincue, ça, là, pour être un hater, c'est une journée difficile. On reviendra dans pas long aux Mets et aux Dodgers, mais d'ici là, Félix, oui, on t'a seté la table, mais toi, là, finalement, de pouvoir voir les Yankees avec des grosses équipes dépenser, oui, beaucoup d'argent année après année, puis avoir eu, on va se le dire, des saisons qui sont décevantes. Puis tu sais, n'importe quoi qui n'est pas un championnat pour les Yankees ou au grand minimum une série mondiale, oui, c'est décevant, mais tu sais, on ne s'est jamais rendu à la série mondiale avec ce noyau d'Aaron Judge. Comment on se sent avec ça? Écoute, moi, la dernière fois qu'on est allé en série mondiale, les Yankees, c'était en 2009. J'étais un peu jeune. J'ai des souvenirs de ça et tout, mais tu sais, je ne l'ai pas vraiment vécu. Ça, c'est la première série mondiale que je vis vraiment en tant que fan des Yankees. Hier, quand Juan Soto a frappé ce circuit-là, j'ai vécu des émotions, très honnêtement, en tant que fan de baseball. Je me souviens pas d'avoir déjà vécu. C'était vraiment un bonheur qui était une libération plus qu'autre chose. Puis, en fait, Félix, je vais utiliser les vrais mots que tu as utilisés dans le group chat hier. J'ai poussé des sons que seuls certains animaux peuvent entendre. Écoute, c'était juste parfait. C'était pas loin de ça. Puis, écoute, c'est vraiment incroyable en tant que fan des Yankees et tout. Puis, oui, les grands méchants Yankees, oui, ils sont bons à chaque année. Puis, oui, je fais pas pitié comparé à un fan des Reds ou à un fan des Rockies, par exemple, eux autres, c'est vraiment pas facile. Mais tu sais,
Mio, tu parles souvent que les Steelers, le standard est le standard, mais pour les Yankees, c'est ça aussi. Puis là, ça faisait 15 ans que ce standard-là, il n'était pas atteint. Et là, on l'a finalement atteint. On est de retour en série mondiale. On est de retour là où on doit être si on est les Yankees de New York. Écoute, on va voir s'ils sont capables de gagner la série mondiale maintenant parce que, comme le dit Giancarlo Stanton, c'est bien d'être là, mais on n'a rien fait encore. On n'a rien fait. On a une série mondiale à gagner, puis c'est aux Yankees de le faire maintenant. Mais franchement, tu regardes ça, tu te dis, est-ce qu'il y a une personne chez les Yankees qui regrette la transaction de Juan Soto? S'il y a une personne qui regrette cette transaction-là, j'aimerais la rencontrer, j'aimerais y parler parce que c'est incroyable, juste incroyable. Juan Soto est un phénomène. C'est quoi le pire dans tout ça? C'est que je dois voir les Yankees de New York aller en série mondiale alors que Aaron Judge ne fait rien. Je veux pas. Non, je veux pas être un hater de Aaron Judge. Ouais. Je veux pas être sur son dos. Mais fais juste imaginer si Aaron Judge était peut-être 80% de ce qu'il y a en saison régulière. Et là, tu me dis que Giancarlo Stanton, tu lui donnes plus une prise jusqu'à la fin des séries éliminatoires. Giancarlo Stanton, que sur ce podcast-là, il y a quelques semaines, tu m'as dit qu'il ne se levait pas en série. Okay. Je vais juste rappeler. Ça, je vais m'excuser pour ce statement parce que c'était complètement faux et alimenté par la haine. Mais Giancarlo Stanton qui fait la chose la plus Giancarlo Stanton possible, soit il touche pas à la balle ou soit ça s'en va l'autre bord. Puis j'exagère même pas, c'est littéralement le gars. Il a fait sa carrière de ça. Là, là c'est PKP. Là, contre les Guardians dans la série de championnat de l'américaine, il y a 4 coups sûrs, c'est 4 circuits. C'est juste absolument incroyable. Fait que moi, si je suis un lanceur des Mets ou des Dodgers, je ne lui lance plus une seule prise de tout le reste des séries éliminatoires. Et là, ce qui est le fun, c'est qu'en finissant rapidement de même, ça va garantir que Gerrit Cole va starter le match numéro 1 de la série mondiale reposé. Oui, parce que ça a été... Puis que l'enclos va être reposé, parce que maudit que ça commence à devenir un problème, cet enclos-là, en ce moment. Puis, tu sais, au-delà de l'enclos, Gerrit Cole en soi a été la grosse question de la saison. Puis, je me rappelle, on se parlait en avril, on se parlait en mai, on se parlait début juin. Qu'arrivera-t-il avec Gerrit Cole? Félix, on peut dire que finalement, l'attente en a valu la peine. Écoute, Gerrit Cole, quand il est revenu, ça n'a pas toujours été facile. C'était, est-ce que ce début de saison manqué-là, est-ce que cette blessure-là va le ralentir? Est-ce que Gerrit Cole, le Gerrit Cole de l'an passé, est-il disparu? Non, Gerrit Cole est encore là. Gerrit Cole s'est levé au mois d'octobre. Gros départ contre les Royals, avait été vraiment bon dans cette série-là. Contre les Guardians, a été dominant. Quel lanceur. Puis là, tu l'as pour le match numéro 1, mais peut-être pour le match numéro 4, peut-être pour le match numéro 7, ou en tout cas pour le 5, peut-être que tu te l'amènes en relève au 7, peut-être que tu as Gerrit Cole pour 3 matchs de cette série-là, ce qui n'aurait pas été le cas si tu avais perdu le match d'hier, ou est-ce que là, tu aurais à disputer un match 6, que là, tu aurais utilisé Gerrit Cole, et qui n'aurait pas été prêt pour le premier match de la série mondiale vendredi. C'est énorme, ce gain-là pour les Yankees, de pouvoir juste donner ce repos-là au groupe, puis en même temps, tu regardes ça, oui, Gerrit Cole s'est levé, puis Pop, tu l'as dit, on a fait ça sans Aaron Judge. On a fait ça avec des héros auxquels on ne s'attendait pas nécessairement. Oui, il y a les Soto, les Stanton et tout, mais Gleyber Torres qui est devenu un monstre. Wow. Gleyber Torres est un monstre. L'enclos avec des Luke Weaver. Et hier, j'ai regardé un match des Yankees en série, OK? Mark Leiter Jr., Tim Hill, ou que j'appelle maintenant Timothée Collin au grand bonheur de Pop. Tim Hill, et après ça, on a envoyé... C'était qui? C'était Jake Cousins. Si tu m'avais dit au mois de mars que ces 3 gars-là allaient faire des gros retraits dans un match de série pour envoyer les Yankees en série mondiale, je t'aurais traité de fou. Mais les Yankees font ça chaque année. Trouver des releveurs que tu te dis, voyons, c'est n'importe quoi. Tim Hill a été libéré par les White Sox de 2024. Est-ce qu'il faut qu'on vous rappelle qui sont les White Sox de 2024? La pire équipe de l'histoire du baseball moderne. Eux autres se sont dit, quoi? On n'a plus besoin de ça. Les Yankees l'ont pris, en fait. Tu sais quoi? Il va lancer pour nous autres au mois d'octobre dans une grosse situation, puis ça va marcher. C'est incroyable, puis on réussit à trouver du succès avec ces lanceurs-là qui sont un peu abandonnés par leur équipe, puis encore souvent du sucre sur le dos d'Aaron Boone, mais il fait de l'excellent travail dans ces séries-là. Sérieusement, c'est bien. Il y a quelques décisions qui sont peut-être un petit peu douteuses, mais ça fonctionne. Sa gestion des lanceurs, impeccable jusqu'à maintenant. C'est presque un sans faute pour Aaron Boone. Dans ce que je te dirais, je pense que sa meilleure décision, ça a été de mettre Gleyber Torres premier frappeur. Oui, 100%. 100%.
dans tout ce noyau-là, dans un monde parfait, ça aurait été un gars comme DJ LeMahieu qui aurait dû être premier frappeur, pas le plus rapide, mais le gars qui est capable de faire un contact. Et là, tu me dis que c'est Gleyber Torres qui est dans un... mettons, un Big Three, Giancarlo Stanton, Juan Soto et Gleyber Torres in the year of our Lord 2024. Puis t'as un petit joueur de chutier qui s'appelle Aaron Judge avec tout ça. C'est pas si pire, t'as quand même des ressources. Mais tu sais ce qui me fait vraiment le plus rire, Félix? Tu sais, on parlait de Garrett Cole tantôt. C'est ça ce que ça me faisait rappeler? Vas-y. Les 4 premières manches de la saison des Yankees. Te souviens-tu? C'était quoi? C'était 4-0 après 2 manches pour les Astros au premier match de la saison. On avait pris Garrett Cole, allait manquer 2-3 mois, puis on regardait ça, puis on était genre... La saison va être longue. Ça va être long. Ça va puis Juan Soto avait tapé un circuit le premier match, il me semble. C'était fou, puis tu te dis, OK, cette équipe-là est spéciale. Puis je pense qu'on l'a vu, ça n'a pas toujours été facile pour les Yankees cette saison, mais si t'as Juan Soto, man, tu sais, Aaron Judge et Giancarlo Stanton, c'est 2 excellents frappeurs et tout, mais le fait d'avoir Juan Soto en plus... La protection comme frappeur gaucher, c'est... Ah, absolument, absolument. Puis c'est les gars parfaits. Le gars était parfait pour jouer avec les Yankees. C'était le gars idéal pour cette équipe-là. Puis, écoute, moi, ce que je vais dire, c'est peut-être un peu fou, là, mais en ce moment, là, oui, Aaron Judge est le meilleur frappeur des majeurs, mais si j'ai une grosse présence au bâton, je veux que ce soit Juan Soto qui s'élance. Hier, on l'a vu, a été tellement dominant et tellement intimidant à affronter. Il fixe le lanceur tout le long comme un psychopathe, man. C'est du stock de psychopathe. Puis il fixe, puis il a tapé le gros circuit, il a attendu son pitch. Son circuit hier, ça y a peut-être valu 50 millions de plus parce qu'il va devenir joueur autonome dans quelques semaines. Puis sérieusement, si tu regardes ça, t'es les Yankees, comment tu peux possiblement le laisser partir? Bien qu'Aaron Judge est MVP en devenir, c'est certain qu'il n'est pas clutch et... non, c'est pas ça que j'ai dit, c'est pas ça que j'ai dit. Pour reprendre les mots de Félix Forget. C'est pas ça que j'ai dit. Je me retire de ces propos-là. Définitivement, pourrait faire mieux en série, puis certainement qu'on va en avoir besoin. Là, Félix, c'est bien beau parce qu'il gagne. Mais là, si Aaron Judge ne fait que jouer, que très similairement à ce qu'il a fait pendant le restant de ces séries-là, New York va partir en flammes. Ben, tu sais, contre Cleveland, oui, c'est des séries qui sont difficiles et tout, mais il a quand même frappé un gros circuit dans le match numéro... C'était le 3, je pense. Sérieusement, 3, 4, 5 étaient tous des matchs qui m'ont fait faire des crises cardiaques. Fait que j'oublie un peu lequel était lequel, mais je pense que c'était le numéro 3 parce que c'est celui que les Yankees ont perdu. Judge a tapé un gros circuit et on l'oublie justement parce que les Guardians ont gagné ce match-là, mais... Tu sais, c'était vraiment son moment, Yankee, de oui, je suis capable de frapper dans les gros moments. Quand même 2 circuits dans cette série-là, c'est sûr que tu t'attends un petit peu plus d'Aaron Judge parce que à part ces circuits-là, c'était un peu ordinaire et tout. Mais tu le sens que c'est là et tout. Puis tu sais, au moins, il y a des gars comme Stanton et Soto qui enlèvent un peu de pression, mais c'est sûr que si tu veux battre une équipe comme les Dodgers, ça va te prendre tout le monde. Ça va te prendre Soto, ça va te prendre Stanton, puis ça va te prendre Aaron Judge. Alors, les Yankees qui se qualifient à une première série mondiale, comme on l'a dit, en 15 ans sur le dos d'une victoire en 5 matchs contre les Guardians qui, au-delà du pointage, n'a pas toujours été facile, comme Félix l'a dit. On a eu quelques matchs serrés, puis hier, on a eu besoin d'une 10e manche afin de décider l'issue de ce match-là. Là, on se qualifie du côté des Yankees à la grande finale, à la série mondiale. Maintenant, de l'autre côté, ça, c'en est une qui aura besoin d'un 6e match entre les Dodgers et les Mets de New York. Comment est-ce qu'on voit ça, les gars? On voit, oui, en effet, bien que les Dodgers, oui, ce soit une équipe qui manque beaucoup de personnel, ça reste que, Chris, ils sont encore là, mais on est contre une autre équipe qui est tout aussi tenace, puis mon Dieu, qu'ils veulent en prouver, peu importe qui se retrouve devant eux en les Mets de Brooklyn. Comment est-ce qu'on évalue ça pour le restant de cette série-là? Les Mets de Brooklyn? Les Mets de Brooklyn. les Mets de New York, mais Nets de Brooklyn. En tout cas, vous allez comprendre la petite erreur, j'en suis sûr. On n'entend pas. Alors... Oh, désolé, il y a eu un petit fuck avec le micro. Les Dodgers ont juste prouvé que peu importe qui tu vas amener dans l'enclos des releveurs, ça va faire le travail. Je pense que, oui, du côté des lanceurs partants, c'est plus shaky un peu, c'est tellement incommodé par les blessures. Mais on a passé 28 manches sans donner un point avec les Padres et tout ça. Fait que moi, je pense que... Moi, je fais juste dire que les Yankees,
s'ils affrontent les Dodgers, enfin, ils vont affronter une vraie équipe. C'est juste ça que j'ai à dire. C'est juste ça que j'ai à dire. Les Tigers et les Guardians, c'est cute. Les Royals. Les Royals et les Guardians, c'est cute. Mais là, ils vont affronter une vraie équipe si c'est les Dodgers. Une vraie équipe. Pop, t'avances un petit peu sur le sujet, mais juste avant, on veut savoir ce que Prophète Félix en pense. Qui, Félix, parmi ces deux équipes-là, verrais-tu digne d'affronter tes Yankees? Écoute, moi, tant que c'est une équipe qui est prête à perdre contre les Yankees, ça me dérange pas. N'importe laquelle des deux, ça me dérange pas. Mais écoute, avant le début de la série, j'avais prédit les Mets en 7. En ce moment, c'est 3-2 dans la série. On enregistre le 6e match, vient de commencer. Je crois que c'est encore 0-0. C'est 2-1 en fait. C'est 2-1. 2-1 Dodgers en fin de première manche. 2-1, Seigneur, ça a commencé fort. Ça peut être un film. Mais tu sais quoi? Je pense que les Mets vont quand même... Je vais garder ma prédiction. Puis peut-être qu'au moment où vous écoutez, peut-être que vous écoutez ça en ce moment et vous dites bon, les Dodgers ont déjà gagné, qu'est-ce qu'ils racontent? Mais je sais pas, j'ai envie de croire aux Mets. Puis j'espère surtout qu'on va avoir un match 7 puis qu'on va avoir un match serré pour que tous les releveurs arrivent brûlés puis qu'on n'ait pas ce repos-là que les Yankees vont avoir. Oui, je prends tous les avantages que je peux avoir à ce moment-là. Mais écoute, je vais continuer de croire aux Mets parce que oui, Yankees, Dodgers, ce serait quand même cool de voir toutes ces vedettes-là avec les Judge, les Soto, les Stanton, les Ohtani, les Betts, les Freeman, il y en a tellement, les Garrett Cole, et j'en passe, là. Mais une série new-yorkaise. Come on! Dites-moi pas qu'une série new-yorkaise, ce serait pas incroyable. Félix, je suis gaga juste à y penser en ce moment. Là. Je suis en train de sourire tout seul dans mon sous-sol à y penser. Là. Come on, sérieux. Puis il y en a des vedettes avec les Mets, là, Lindor, Alonso, comment? Et puis, Severino qui aurait sa série revanche. Sérieux, comment? Puis par-dessus tout, les boys... Moi, ce que j'aimerais, c'est que, genre, juste dans un mouvement de pur cinéma, t'as genre Jacob deGrom qui débarque de all of fucking nowhere, même s'il est rendu avec les Rangers du Texas. T'as juste... Il sort de l'enclos, genre, en 5e, 6e manche, c'est fucking Jacob... T'as genre prime Jacob deGrom qui ressort, ça serait juste incroyable. Puis si les Mets se rendent jusqu'à la Série mondiale, ça va être aussi la série d'enchères pour Juan Soto. Oui, le gagnant Juan Soto. Et un fair enough. Et un champion. Comme quoi, il y a 2 victoires. Que là, Pop, t'as amené un excellent point en parlant des Guardians, des Tigers et des Royals. C'est quoi, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, tu vires ton dos sur la centrale de l'Américaine? La centrale de l'Américaine, anéantissez-moi ça tout de suite. Je suis plus capable. Je suis plus capable de cette division-là qui me fait affreusement chier depuis 3 mois. C'est incroyable. Cette division-là qui me fait suer à voir aller. Cette division-là n'est pas réelle. Je ne peux pas croire que cette division-là est vraiment réelle. Les White Sox de Chicago, je vous déteste au plus haut point parce que vous avez tellement gonflé artificiellement les autres équipes de cette division. C'est incroyable. 42 victoires, 10 défaites. Ça, c'est la fiche des Guardians, des Royals et des Tigers contre les White Sox cette année. 42-10. Puis ça fait en sorte que la moitié de cette division, la moitié des équipes en série dans l'américaine se retrouvent en série à cause d'eux autres. C'est incroyable. Et tout ça, pourquoi? Pour se faire écraser de même. Je suis tanné. Je suis tanné. Enlevez-moi cette division-là dès maintenant. Dès maintenant, je ne veux plus rien savoir. Wow. Là, mais le son que vous entendez, c'est le son d'un fan des Red Sox qui s'est fait voler de place en série par 3 équipes qui ont une fiche gonflée artificiellement par la pire équipe de l'histoire du baseball majeur. Félix, je vois ton point. Par contre, je ne vais pas chialer là-dessus. Les Red Sox se sont implosés par eux-mêmes. Pour commencer, si les Red Sox n'ont pas fait les séries, c'est à cause d'eux-mêmes. Ça, pour commencer, mettons ça au clair. C'est parce que tu vois 3 équipes qui se qualifient en série, puis regarde ce que ça fait. Les Tigers, c'était nice, c'était une belle histoire. J'ai bien aimé ça. Une chance sur 500 de faire les séries rendues au mois d'août. OK, fine, c'est bien le fun. Les Royals, Bobby Witt Jr. qui se bat, qui carry son équipe quasiment dans une saison historique pour un joueur d'arrêt-court. Fine, excellent. Les Guardians, qui, sans être l'équipe la plus sexy, semblaient complète. Et là, tu arrives en séries éliminatoires. Les Guardians ont eu du succès avec quoi? Félix Mio, les Guardians ont eu du succès avec quoi?
Laurent Claude. durant cette saison. Laurent Claude. L'enclos des releveurs et leur défensive. Regarde ce Non, qu'ils mais la ont fait. défensive gagne des championnats, Pop. La défensive gagne des championnats. Les Guardians font dire que non. Non, moi, je fais juste dire que Juan Soto n'aurait jamais dû avoir cette présence au bâton-là si Ryan Rocchio aurait fait un jeu, pas de routine, c'était un peu compliqué, c'était quand même faisable, mais en temps normal, c'était le retrait gratuit que tu as donné aux Yankees, ça t'a donné 3 points. Emmanuel Classé... Comme quoi, l'effet papillon est quelque chose qui existe. L'effet papillon existe. Emmanuel Classé, qui avait une moyenne de points mérités de genre 0,68 en saison régulière, termine les séries avec une moyenne de 10. Qu'est-ce qui se passe? Baseball! Le baseball, man, c'est incroyable. Pour vrai, il y a plusieurs bonnes décisions que les Yankees, puis oui, ça me fâche, mais tu sais, je vais donner le crédit où le crédit est dû. Voir les Yankees malmener Emmanuel Classé comme ils l'ont fait dans cette série-là, ça, il y a énormément, il y a très, 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 très peu d'équipes qui peuvent se vanter d'avoir fait ça. Et je ne sais pas qu'est-ce que l'entraîneur des frappeurs des Yankees a vu dans Emmanuel Classé, mais ça a marché. Fait que pour le reste, non, enlevez-moi la centrale américaine l'année prochaine. Je suis tanné de l'avoir. Ou au moins les White Sox, soyez meilleurs un peu. Et on a un peu d'espoir parce que Jerry Reisendorf a décidé qu'il va peut-être vendre les White Sox. Ce serait une excellente nouvelle. Rappelons, Jerry Reinsdorf aussi, les gars, puis les gens à la maison qui savent peut-être pas. Jerry Reinsdorf, OK, oui, propriétaire des White Sox, mais on va juste se dire aussi que ce gars-là s'est fait un nom grâce à... je pense qu'il s'appelle Michael Jeffrey Jordan. L'acteur, ça? L'acteur... Non, mais de jouer au baseball, par contre. Ah oui! Oui, c'est beau. Ah, ok, ouais. Mais ça donne qu'il était aussi un joueur pour les Bulls. Ça a donné que Jerry Reinsdorf était aussi propriétaire des Bulls de Chicago. Puis ça donne qu'il a gagné 6 championnats pour eux. Quel hasard. Ça a donné que Sam Bowen a sorti 2e overall dans le draft de 1984 de l'NBA. Ouais. Ce qui a fait en sorte que Michael Jordan a glissé 3. Et le reste est de l'histoire. Ce gars-là fait fortune parce que les Trailblazers de Portland n'ont pas choisi Michael Jordan au repêchage. Non, exactement, mais Félix, la glace est à toi, là. Écoute, je vais juste revenir sur le point que tu disais de classer. Écoute, ce qui est vraiment cool du baseball d'octobre, tu sais, l'année passée, je parlais de Paul Sewald avec les Diamondbacks qui était efficace en lançant des rapides à 92 plein cœur. Mais tu vois, cette année, tu avais les Guardians, OK, avec leur enclos monstrueux, avec des Emmanuel Classé qui lancent des cutters à 102 000 à l'heure et tout. Puis pendant ce temps-là, tu as les Yankees avec Timothée Collin, OK, qui lance des rapides à 87 en plein cœur. Puis qui est meilleur? Ben c'est Timothée Collin qui lance ses rapides à 87 en plein cœur de la plaine puis que personne n'est capable de les toucher. Fait que le baseball là, en octobre, c'est une autre bête. Puis c'est pas parce qu'un releveur est bon en saison régulière qu'il va être bon en octobre. C'est vraiment pas comme ça que ça marche. Shout-out à mon groupe d'amis qui, cette semaine, ont vraiment donné le meme de Shaq. Je suis désolé, je n'étais pas familier avec ce que tu étais capable de faire. Mes amis qui m'ont dit ça cette semaine par rapport au baseball disaient hey, the fuck, le baseball, c'est pas supposé être plaisant, c'est pas supposé être intense, c'est pas supposé être le fun à regarder. Je disais, attends un peu. Mais là, on est au mois d'octobre. C'est une toute autre bête. Puis c'est même pas comparable au restant de la saison régulière en matière d'ambiance. Peu importe les boys qui vont se retrouver en finale contre les Yankees, on peut se le dire, ça va être du pur cinéma. Ça, c'est sûr. J'ai bien hâte de voir ce que ça va être. Puis on pourra déjà commencer à en jaser la semaine prochaine. Que l'esprit de Grimace nous guide vers une série mondiale pour les Mets de New York. Je lance juste ça dans l'univers, s'il vous plaît. Les Mets, sauvez-nous. Please! Please! Les Mets seraient définitivement les champions du peuple s'ils parviennent à cette série mondiale. D'ici là, alors qu'on est en train de terminer la saison de baseball, on a celle du hockey qui continue toujours. En fait, on est maintenant dans cette 2e semaine et demie, 3e semaine d'activité. Et là, un des gros points depuis le début de la saison, les gars, c'est les gardiens de but. Et non pas nécessairement avec ce qui est d'équipe Canada, comme on a jasé un petit peu avec Samuel Montembeault, mais
le marché des gardiens de but en tant que tel. Parce qu'il n'y a pas si longtemps de ça, on parlait d'Igor Shesterkin qui aurait refusé un contrat monstre, OK? Qu'il verrait être vers le sommet des gardiens les mieux payés de la Ligue nationale de hockey. Et puis là, on apprenait en même temps un peu le contrat de Jeremy Swayman, soit 8 ans pour 8 250 000 $ annuellement. Et puis là, les gars, un autre contrat de gardien de but a été réglé cette semaine. Et c'est du côté du Texas avec Jake Oettinger qui signe exactement le même contrat que Swayman. Donc, 8 ans, 8 250 000 $ annuellement. C'est le fun pour les Stars. On a eu une belle percée en séries éliminatoires l'année dernière. On vise la même affaire cette année. Mais là, la grosse question par rapport à ça, les gars, c'est pas tant Oettinger, mais c'est Igor Shesterkin qui, je le rappelle encore une fois, aurait refusé un contrat monstre similaire à ça. Si on se met dans la chaise des Rangers de New York, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec Shesterkin qui visiblement n'était pas intéressé à un tel contrat? Est-ce qu'on fait sauter la banque, on réinitialise déjà, si on veut, le marché des gardiens de but, ou est-ce qu'on le force à joindre la parade, ou du moins, est-ce qu'on veut rester ancré sur nos décisions, quitte à le perdre pour rien durant la saison morte? Écoute, ben, chez Shesterkin, si je ne me trompe pas, c'était 11 millions par année. C'était 11, c'est ça, c'était 11. C'était quelque chose comme ça, puis lui, il est clair dans son objectif, il veut réinitialiser ce marché-là et tout. Puis en même temps, si c'est les Rangers, tu peux pas vraiment te permettre de le perdre. C'est ton joueur le plus important. Fait que c'est sûr que Shesterkin a quand même du levier dans ces négociations-là, mais ça l'aide vraiment pas de voir Swayman, de voir même une marque signée à 8,25 par année, de voir Oettinger signer ces contrats-là. C'est pas bon pour Shesterkin qui, oui, est selon moi une coche au-dessus de ces gardiens-là. Est un vrai numéro 1 prouvé, qui a de l'expérience, puis qui est un des meilleurs gardiens. Plus que 40 games par année. Là. Exact, puis qui est dominant en série et tout, année après année. Pour moi, c'est un gardien qui est une ligue au-dessus. Mais c'est sûr que de voir qu'on a comme ce plafond-là chez les gardiens du deuxième niveau à 8,25, à quel point Shesterkin, qui est peut-être dans le premier niveau, peut aller chercher 11 millions, 11,5 millions. Parce que oui, c'est beau, tu veux dire, gars, les Rangers ne me l'offrent pas, je vais aller tester ma valeur. Qui va te l'offrir? Qui va regarder ça, va dire, je donne 11 millions, 11,5 par année à Igor Shesterkin. Je ne sais pas s'il y a une autre équipe qui ferait ça. Puis, Pop, je me demande, qu'est-ce que tu en penses? C'est encore drôle parce que je regarde Puckpedia un peu pour l'instant, puis je regarde 3 équipes. Columbus, Anaheim, puis les Flames. Dans ce trio-là, les Flames ont 19,0... Mettons 19 millions de livres sur le cap salarial. Les Jackets en ont 21,6. Moi, je me dis... Mais qui veut... S'il vient jouer autonome, est-ce qu'il veut aller là? Ouais, ça, c'est parmi les 3 clubs, c'est Calgary aussi en ce moment qui montre peut-être le plus de potentiel. Mais tu sais, en même temps, Calgary n'a pas besoin de goaler. Dustin Wolf est en train de prouver à quel point tout le hype était autour de lui. Moi, si je suis les Ducks, là, si je suis Pat Verbeek, peut-être que je l'ai déjà mentionné, peut-être il y a 1 ou 2 semaines, mais si je suis Pat Verbeek, DG des Ducks d'Anaheim, moi, j'appelle à New York. Là. Moi, je fais genre, tu sais, John Gibson, ça fait un bout qu'il souhaite avoir un nouveau départ, qui semble vouloir aller ailleurs. On donne John Gibson, un choix de repêchage, un autre choix de repêchage, puis on sign and trade Igor Shesterkin. Ou est-ce que finalement, New York en retour, tu ne penses pas qu'ils demanderont pour Anaheim un gars comme Trevor Zegras qui est toujours dans les rumeurs? Pourquoi pas? Écoute, ça peut être une transaction qui peut se faire. Mais je vais juste aller voir si, mettons, Igor Shesterkin a comme une clause dans son contrat présentement. Je me demande si... je me semble que non. Je crois que non. Écoute, pendant ce temps-là... OK, non, Igor Shesterkin pour 2023, 2024 et 2024-2025 a une no-trade list de 10 équipes. OK. Ouais, peut-être qu'il se protège avec ça. Mais écoute, moi, c'est Pierre Lebrun qui a parlé de cette idée-là, puis... ça me reste en tête. S'il y a une équipe qui pourrait payer Igor Shesterkin, Mitch Marner devient joueur autonome l'été prochain.
Peut-être que si t'es Toronto, tu te dis, ah, tu sais quoi? Oh! T'as de payer les attaquants, on ne signe pas Marner, puis avec l'argent qu'on libère, on va chercher chez Shesterkin, on règle le problème devant le filet qu'on a année après année. Ouais, mais Félix, le problème des livres, c'est qu'on score pas quand c'est important. Ah, écoute, je te dis pas que c'est une bonne idée, hein, mais je te dis que peut-être que tu sais quoi, on dit, gars, ça marche pas, ça fait des années qu'on marche pas. Mais peut-être qu'on essaie quelque chose de nouveau, on brasse la soupe, puis on va chercher le goaler qui lève tout le temps en série. Regarde, Pop, on va faire ça simple. Ouais. OK? On va faire un exercice de philosophie de cégep. Parfait, OK? On va faire du cause à effet. All right? Et lien de causalité, tout ça. Donc, Toi, Félix fait des cours de philo en plus, c'est en site. Oui. Les Leafs ne scorent pas en séries éliminatoires. Mitch Marner ne score pas en séries éliminatoires. T'enlèves Mitch Marner, il n'y a absolument rien qui change, mais ça donne que peut-être que tu vas arrêter une rondelle ou deux de plus. Ah! Ça devient seulement intéressant? Ça devient intéressant, tu ne changes rien techniquement en avant parce que tu as autant de buts qui se marquent, ou dans le cas de Mitch Marner et sa situation chez Toronto ne se marque pas. Mais ça serait juste le scénario apocalyptique qui est rendu au mois de mars au trade deadline. T'as Igor Shesterkin qui est échangé pour Mitch Marner, puis les deux se ramassent en série. Non, moi je te parle plus sur non, je sais. Mais moi je pousse le scénario apocalyptique le plus loin possible. Ça n'arrivera pas, mais ça ferait tellement mon affaire. Ce serait l'échange de date limite le plus surréel que j'aurais vu de toute ma vie. Deux équipes qui compétitionnent pour une coupe année. Ouais, je pense pas qu'il y en aurait un plus chaotique. T'échanges deux gars qui sont possiblement des top 20 joueurs de la LNH. Alors deux que les contenders qui sont peut-être dans le top 7 des meilleures équipes de la Ligue nationale. Ah, tu sais quoi, let's go. Moi, let's go pour le chaos, man. Nice. Let's go pour ça le chaos. serait incroyable. J'adore ça. Ça serait incroyable. Alors. Un contre un, by the way. Ça serait juste un contre un. Igor Shesterkin, Mitch Marner, un contre un. Tout est réglé. T'amènes Bob McKenzie, Igor Shesterkin for Mitch Marner. The trade is 1-for-1. Non, Bobby Margarita. Oui, évidemment. Bobby Margarita moment. Alors que ça semble être le chaos sur ce qui est du marché des gardiens de but. Bien sûr, Félix t'a parlé d'un début de saison qui propose déjà quelques embûches chez les Canadiens qui, maintenant vaincus à leurs 3 dernières sorties. Bon, finalement, il y a eu un petit point en séries éliminatoires, en tir de barrage contre les Islanders, mais certainement, là, on amène Cole. Les gars, je suis gelé. Lane Hutson comme étant l'un des bons points cette saison, mais Cole Caulfield, qui lui aussi fait beaucoup jaser. Puis Pop et moi, on s'est dit la semaine dernière, hey, c'est le fun, c'est la grosse affaire à date cette saison, 4 buts en 3 matchs. Là, on est allé chercher 2 autres buts du côté de Caulfield qui, présentement, occupe le 2e rang pour les buts marqués cette année. Ouais, c'est assez impressionnant de voir que Cole, qui, l'an passé, on en parlait beaucoup de. Oui, c'est peut-être amélioré sur 200 pieds, mais ça reste que sa job, c'est de marquer des buts, puis il en marquait peut-être un petit peu moins que ce qu'on pensait. Et là, cette année, on a recommencé à croire que, tu sais quoi, là, son épaule est revenue et tout, puis c'est parti, Cole 40 buts, puis en ce moment, Cole 40 buts est plus vrai que jamais, puis peut-être même Cole 50 buts rendu là, mais écoute, le plus important, ça va être de garder ce rythme-là, puis de continuer à le faire sur 82 matchs. Puis ce qui est vraiment particulier, c'est que tu penses à Cole Caulfield, tu penses à son trio, tu te dis, le premier trio ne roule pas en ce moment à Montréal. Quand tu réfléchis, tu te dis, ce premier trio-là ne roule pas. L'an passé, il était bien meilleur que ça. Plus, tu te dis, c'est bizarre, mais Caulfield est 2e de la ligue pour les buts quand même avec 6. Tu sais, tu te dis, wow, hey, ce trio-là, il roule. C'est pas juste ça, Félix. Cole Caulfield est 2e dans la Ligue nationale avec 6 buts. Juraj Slafkovský roule à 1 point par match. Puis Nick Suzuki, qui n'avait pas de points quasiment ses 3 premiers matchs de la saison, il est 5 en 6 maintenant. Le premier trio roule pas. Puis le premier trio sur la glace, c'était genre, me semble que ça ne clique pas autant que l'année passée. Non. Sacrément, il ramasse des points pareils. Ouais, c'est frustrant. Ça n'a aucun sens. Tu te dis, voyons, comment on s'est possiblement ramassé là? Puis tu dis que pour que, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait avoir si ce premier trio-là ne faisait que performer? Juste une petite affaire meilleure que ce qu'on voit, puis surtout pour ce qui est de l'avantage numérique. Je tiens à dire autant que c'est un joueur à qui j'ai donné beaucoup de la marde dans les dernières années, puis certainement son contrat ne l'aide pas, là. Je tiens à dire que
je déteste pas ce que j'ai vu de Brendan Gallagher en ce début de saison-là. Non, vraiment pas. Puis Josh absolument rien Anderson à non dire. plus. Josh Anderson non plus. Lui, ces deux-là avec Jake Evans, super bon troisième trio en ce moment. Je peux pas demander quoi que ce soit de plus à ces trois gars. Moi, je commence à me dire qu'on va devoir faire campagne. Et je me dis que juste avec son but hier en tir de barrage, moi, je fais une campagne pour que Emil Heinemann soit sur le deuxième trio avec Kirby Dach dès le prochain match. Non, mais je veux dire... Non. C'est quand la dernière fois j'ai vu un release aussi sexy que celui de Emil Heinemann samedi soir contre les Islanders. C'était absolument creamy. Creamy. Et tu dis que Patrick Laine n'est pas là. OK, Heinemann, c'est pas le gars avec le plus d'habilité, mais le gars est capable de shooter à puck en sacrament. Tu mets ça en Kirby Dach, peut-être Alex Newhook, on a peut-être une solution très, très temporaire pour Patrick Laine. Mais moi, je lance officiellement la campagne. Emil Heinemann est sur le deuxième trio à partir de la semaine prochaine. Mais tu sais, l'affaire du deuxième trio, par exemple, c'est que oui, tu essaies d'améliorer ce deuxième trio-là, mais en ce moment, le problème du deuxième trio, là, c'est Kirby Dach. Kirby Dach, puis écoute, le gars revient d'une énorme blessure, puis je pense que c'est normal, il fallait s'attendre à ça, OK? Mais en ce moment, Kirby Dach est épouvantable sur le deuxième trio. Ça n'a aucun maudit bon sens. Il nuit à l'équipe. Hier, une épouvantable pénalité en prolongation. Le Canadien s'est rendu en 9e ronde de tir de barrage. Okay? 9e ronde, Kirby Dach n'a pas fait partie des 9 tireurs. C'est un gros message que tu envoies quand même. Que tu sais, un de tes jeunes joueurs que tu vois comme ton deuxième centre, peut-être même ton premier éventuellement, mais encore là, tu le vois comme un centre top 6. Tu te ramasses en 9e ronde de tir de barrage. Logan Mailloux, qui était à Laval il y a quelques jours, a tiré. Kirby Dach n'a pas tiré. C'est un gros message. Puis on l'avait dit, Martin Saint-Louis veut changer de ton, devenir plus. C'est ça, le hard coaching, être plus sévère avec ses gars, puis réprimander ces gars qui font des erreurs. C'est un gros message à Kirby Dach que t'envoies. Tu sais quoi? C'est cool, tu aurais une grosse blessure, mais on essaie de gagner des matchs ici. Puis si tu nous aides pas à gagner des matchs, tu n'auras pas ces chances-là. Aussi simple que ça. Je pense pas que tu peux l'enlever du deuxième trio en ce moment parce que tu essaies de le relancer et tout, mais en ce moment, le problème du Canadien, il s'appelle Kirby Dach. Si c'était de l'air Michel Therrien, il serait déjà sur le 4e. Et il serait dans les estrades. Probablement, en fait, mais c'est sûr que... Savez-vous, moi, ce que je retiens de toute cette histoire de tir de barrage-là contre les Islanders samedi? Vas-y donc. C'était trop long? Entre autres. J'avais envie de mourir 3 fois parce que maudit que ça finissait plus. Mais je fais juste de dire qu'il n'y avait aucun gars devant lui et qu'il y avait juste un gardien. Et Michael Matheson a quand même trouvé le moyen de rater le filet. Moi, j'ai vu Alexander Romanov prendre un tir en tir de barrage. J'ai vraiment tout vu. Si Romanov peut tirer, n'importe qui peut tirer. Incroyable, man. Incroyable. Puis sinon, les gars, oui, on parle de quelque chose de quelques surprises ici et là chez les Canadiens, mais au niveau global autour de la Ligue nationale de hockey, qu'est-ce que vous avez retenu comme étant votre grande surprise? Moi, je vais y aller vite. Evgeny Malkin qui ramène le cadran en arrière puis qui est l'un des meilleurs pointeurs de la Ligue après quelques matchs. Wow! Les Pingouins, il y a tellement... On l'a dit, les Pingouins sont tellement pas inspirants. Les Pingouins, c'est dégueulasse. T'as Crosby, t'as Malkin, t'as Le Temps, t'as Carlson, puis... Mais là, tu sais quoi? Evgeny Malkin, en ce moment, il joue pas juste comme le meilleur joueur des Pingouins. Il joue comme l'un des meilleurs joueurs de toute la LNH. Evgeny Malkin qui ralentit un peu, on le voit quand même avec les années, mais en ce moment, il a l'air du Evgeny Malkin des beaux jours, et s'il y a une affaire dont les Pingouins avaient besoin, c'est ça. Bon là, c'est tellement le bordel devant le filet que ça change absolument rien. Tristan Jarry s'est fait mettre dans les estrades aujourd'hui. Il n'était même pas deuxième, il était juste LT Scratch et tout laissé de côté. Et c'est sûr que là, on a un problème, mais Evgeny Malkin, chapeau d'être encore capable de faire ça. C'est vraiment impressionnant du centre des Pingouins en ce moment. Shout-out aussi à The Hockey Psychology sur YouTube qui a fait un vidéo essai, je pense, d'une 20aine de minutes par rapport à Evgeny Malkin et comment il a changé sa manière d'approcher un match. Comment, tu sais, oui, ce qui a fait si bien durant toute sa carrière, c'était de pouvoir forcer le jeu avec sa puissance, sa robustesse, puis sa vitesse, la combinaison des deux, puis à quel point maintenant il va jouer de manière un peu plus intelligente, puis avoir maintenant
Mike Sullivan, il a super bien entouré. On met des ailiers qui ont de la vitesse pour que lui, maintenant, le jeu se ralentisse autour de lui, mais capable d'avoir une vision différente du jeu. C'est tellement le fun à voir. C'est tellement le fun. Moi, je fais juste regarder l'alignement des Devils du New Jersey en ce moment, puis je me dis, que c'est ça? Paul Cotter, qui est 4e meilleur buteur de la Ligue nationale avec 5 buts, un de moins que Cole Caulfield. Non. Ça marche pas, là. Il y a du vaudou. Attends un peu, tu veux parler des Canadiens, Pop? Continue. Non, écoute. Des Devils. Mais des Devils par rapport à un ancien des Canadiens. Oui. Ah, ben oui, Jonathan Kovachkin. Oui, Kovachkin. Jonathan Kovachkin. Jonathan Kovacevic. Écoute, pour vrai, ce gars-là a été réclamé au balotage. Il n'a rien coûté à Montréal. Puis le gars s'est ramassé dans un mix qu'il n'y avait pas de plan pour lui à Montréal. Puis c'est bien correct. Le gars, par exemple, est un absolute beauty. Ce gars-là avait tellement de good vibes. Il a tellement l'air de nice dude. Ouais. Et là, tu me dis qu'il est déjà à 8 points d'égaler son total de l'année passée avec Montréal, avec le New Jersey. Pour vrai, New Jersey est en train de me faire penser aux Cars de l'Arizona des années 2000. C'est de dire que peu importe ce qui va arriver, il va sortir quelqu'un qui va produire comme s'il y avait une magie noire autour. Écoute, Nico Hischier a 5 points. Stéphane Dawson est dans les meilleurs pointeurs de la Ligue nationale en ce moment. Ouais. C'est quoi ça? Puis Charlotte Kovacevic, mais j'espère que, tu sais, comme tu te dis, il n'y a pas de place pour lui à Montréal. Tant mieux s'il a pu se faire une place au New Jersey et tout. Puis oui, là, Luke Hughes n'est pas là, fait que ça ouvre un petit peu de temps de jeu et tout, mais let's go, Kovacevic. Puis j'ai adoré ce gars-là à Montréal. C'est ma guy. Ah oui. Il ne gagnera pas la Coupe Stanley avec nous, mais s'il peut contribuer ailleurs, là, moi je. Puis ce sera jamais un trophée Norris. Ben, c'est un bon petit défenseur de soutien. Puis tant mieux si les Devils sont capables de l'utiliser puis de trouver du temps de jeu comme ça. Les gars, moi, ma petite surprise, là. C'était peut-être un petit peu tantôt. J'ai peut-être glissé un peu. Mais les Flames de Calgary. Les Flames de Calgary qui sont premiers dans le Pacifique avec 4 victoires, aucune défaite en temps réglementaire, puis une en prolongation, 9 points. Et ça, c'est une équipe qui, aussi, l'année passée, a terminé juste en dehors des séries éliminatoires, mais tu sais, juste en dehors des séries éliminatoires, avec quand même un écart de 17 points avec l'équipe la plus proche dans le Pacifique. Tu sais, il était pas dans le mix. Il était un peu dans ce wasteland, ce entre-deux de on se retrouve pas dans le bas du classement, mais pas dans le haut, ce qui fait qu'on n'a peut-être pas un choix de repêchage très incroyable. Mais là, Félix te parlait de la situation entre les poteaux. Pour l'instant, on semble avoir quelque chose. Mais par-dessus tout, les gars, Jonathan Huberdeau semble avoir du fun à jouer au hockey. Ouais. Shout-out aussi Jonathan Huberdeau. Vraiment. Pas une première année, une deuxième année, pardon. Même une première année aussi facile à Calgary. Puis là, c'était après une saison nettement au-dessus d'un point par match avec les Panthers où il avait réussi à fracasser la barre du 100 points. Puis là, on se dit que dans les 2 dernières saisons, combiné n'a pas fait autant que cette saison 2021-2022 avec les Panthers. Puis là, maintenant... C'est pas la même game quand tu joues plus avec Alexander Barkov. Moi, je fais juste de ça de même. Non, mais Calgary qui sont en lice, probablement avec les Rangers de 2019. Écoute, je sais pas si ça va durer autant que ça, mais probablement le rebuild le plus rapide que tu auras vu de cette équipe-là. Pour vrai, si les Flames font les séries cette année, ça va probablement être le rebuild le plus rapide que j'ai vu des dernières années. Non, définitivement. C'est le fun d'avoir maintenant juste est-ce que... Félix, penses-tu qu'ils ont ce qu'il faut pour continuer de la sorte tout au long de la saison? Parce que la grosse chose qu'on se dit, bien sûr, c'est pas une course, c'est un marathon. Écoute, tu as toujours des équipes comme ça qui surprennent un peu, qui vont comme se ramasser dans le mix quand on ne les attendait pas nécessairement à être là. Mais à chaque année, tu en as aussi qui commencent fort et qui s'écrasent un peu. Je pense... Si Dustin Wolf continue à être aussi bon, peut-être, mais j'ai des doutes. Il manque un peu ce talent pur là à Calgary qui souvent on va le voir ressortir et tout. Puis oui, Jonathan Huberdeau, c'est bien, puis il y a le potentiel. Nazem Kadri aussi, puis on a des bons jeunes joueurs à Calgary que j'aime beaucoup. C'est une organisation que j'aime beaucoup quand même. Je trouve qu'on a du beau talent dans cette équipe-là, mais je sais pas, il manque un petit quelque chose. Peut-être qu'on va se battre pour une place parmi les équipes repêchées et tout, mais
Je sais pas, j'ai de la misère à y croire pour les Flames cette année. Les boys, on va passer au football parce que là, on approche encore, comme je dis, la mi-saison. Puis l'une des... en fait, pas l'une. Je suis désolé. La division la plus excitante cette année, le nord de la nationale, encore une fois, a complètement implosé aujourd'hui. Puis que dire de ce match entre les Lions et les Vikings. Les Vikings qui étaient encore à ce point invaincus cette saison sur le dos de Sam Darnold étaient justement les autres pour les Lions qui ont volé, je dirais pas volé comme étant un grand mot, mais ont soutiré quand même une victoire dans les derniers instants du match. Mais au-delà de ça, les boys, quel game! C'est incroyable. Match de l'année jusqu'à présent. Tu sais, c'était cute, les Ravens contre les Bengals la semaine passée ou il y a 2 semaines. Mais ça, c'était le match de l'année. Ah, c'était quelque chose. Dans Ravens Bengals, c'était quelque chose. J'ai oublié ce match-là, mais c'était quelque chose. Mais c'était quelque chose, mais c'est parce que c'était les stats qui rendent ça intéressant. Là, les Lions viennent officiellement de prendre la tête dans la division. C'est ça qui est à l'enjeu présentement. Ouais. De la division dans la NFL. Et mieux, tu l'as mentionné, on s'approche de la mi-saison. Puis, on dirait, je ne sais pas pourquoi, mais cette semaine, là, aujourd'hui, j'avais l'impression de voir du football de série. Pour vrai, là, la game Lions-Vikings, les Texans contre les Packers aussi, j'avais l'impression que c'était du football de série. On dirait que cette saison de la NFL vient de passer, mettons, à une deuxième vitesse. Là, on dirait que les matchs sont de plus en plus importants. Là, on sent là, que le sentiment d'urgence gagne un peu dans cette ligue-là. Et, wow, juste Jared Goff doing Jared Goff thing, encore une fois. OK. Moi, j'ai quelque chose à dire. Jared Goff, tu parles de Jared Goff, là? Jared Goff MVP? Ben, c'est ça que je m'en allais dire. Dans une saison où il n'y a pas il n'y a personne qu'on voit clairement comme étant le MVP. Ben, tu sais quoi? Peut-être que quelqu'un comme Jared Goff peut se placer dans cette conversation-là. Puis, tu sais, oui, OK, il est loin d'être un corps arrière avec des habiletés qui vont sauter aux yeux. Mais ce qu'on peut dire, c'est que très rarement est-ce qu'il va manquer la cible. Puis sa connexion, encore une fois, avec Amon-Ra St. Brown aujourd'hui, du pur cinéma. Et aussi dans un match que, on va se dire aussi, les Lions semblaient loin de pouvoir l'emporter. Eux qui tiraient de l'arrière par 10 points déjà contre cette attaque-là. Puis tout le monde y a mis du sien. Avec Jahmyr Gibbs, Montgomery, Amon-Ra St. Brown, tout le monde y a mis du sien pour cette victoire-là. Puis toujours sans Aiden Hutchinson. Exact. Qui manque en défense. Puis on avait un petit peu peur justement par rapport à leur chance de compétitionner avec les meilleures équipes. Bon, OK, vous me direz, ils ont quand même donné 29 points aux Vikings, mais au-delà de ça, on a quand même gagné parce qu'on a marqué plus que de l'autre côté. C'est le fun à voir. Puis là-dedans, on oubliera aussi qu'il y a eu un appel de jeu un petit peu douteux de la part de Dan Campbell, mais bon, ils ont gagné. Fait qu'on oublie ça, mais c'était du pur cinéma. Ce qui fait aussi en sorte, les gars, que les Chiefs de Kansas City demeurent la dernière équipe invaincue. Dure fin de semaine pour être un hater, je vous le dis. C'est une dure fin de semaine pour être un hater. Quand t'arrêtes. Les Chiefs, Félix, qui étaient dans ce match contre les 49ers, ce rematch du dernier Super Bowl, ça, c'était pas du cinéma, par contre. Puis, man, je suis tellement en tabarnak de voir les 49ers s'écrouler de cette manière-là cette saison. On pensait, OK? C'était semaine 2, OK? C'était contre les Jets. Encore une fois, on s'est dit, non, mais il n'y aura pas de Christian McCaffrey pour encore un petit moment. On semblait avoir un petit quelque chose. Les bons vieux 49ers, défense qui est dominante, une attaque qui est versatile de Mike Shanahan. Puis Carl Shanahan, pas fils, pas père. Et on s'écroule de cette manière-là encore une fois. Puis c'est les blessures aussi qui font mal à cette équipe-là. T'sais, oui, on a perdu, c'était pas glorieux, c'était pas une grande performance offensive, puis Brock Purdy, c'était profondément ordinaire, mais tu sais, McCaffrey n'est pas là. Deebo Samuel était malade, n'a pas vraiment joué pendant ce match-là. Brandon Ayuk, lourde blessure. Oh my God. On redoute
un ACL, sa saison serait terminée. Imagine s'il avait été avec les Steelers. Ça serait pas arrivé. Puis tu sais, fait que là, tu regardes, il reste qui? Il reste... Joan Jennings était blessé aussi. Fait qu'on a qui? On a Jordan Mason, qui est déjà un remplaçant. On a George Kittle. Puis après ça, tu tombes à qui? Tu tombes à Chris Conley, j'ai vu aujourd'hui. Chris Conley, vraiment, là. Fait que tu sais, c'est ordinaire. Puis il manque un peu cette force de frappe-là chez les 49ers. Oui, en défense, on est relativement en santé, mais on a déjà parlé de Brock Purdy ici. Brock Purdy est plus on utilise l'expression game manager qui... Oui, est bon, mais c'est pas lui qui va gagner des matchs à lui seul. A besoin d'avoir ses armes autour de lui pour être vraiment bon. Puis, on parlait de Jared Goff, qui est un peu la même chose pour moi, dans le sens où Jared Goff est le carrière parfait pour les Lions parce qu'il est bien entouré et puis dans un système qui est parfait pour lui. Brock Purdy, c'est la même chose quand ces gars sont en santé et en ce moment, ces gars ne sont pas en santé. Est-ce que les 49ers peuvent être dangereux? Si des gars comme Christian McCaffrey reviennent, des gars comme Deebo Samuel reviennent, oui, 100%. Je pense que les 49ers sont à prendre au sérieux encore, mais en ce moment, c'est laborieux, puis ces blessures-là, c'est pas facile en ce moment, les 49ers. Juste en termes de blessures, c'est lourd à gérer tout ça, puis l'infirmerie déborde en ce moment. Moi, c'est ça ce qui me frustre de tout ce match-là. Il y a deux choses. De un, encore une fois, on a vu une course de Patrick Mahomes où on dirait que la défense refuse de le toucher. Ce gars-là court, t'as l'impression qu'il avance à pas de tortue. Next thing you know, tu clignes des yeux, il rendu 10 verges plus loin. Il a break 3 tackles parce que la défense, on dirait qu'il y a de la misère à le toucher parce qu'il pense qu'il va avoir une pénalité parce que NFL, soit dit en passant. Et deux, je fais juste dire quelque chose. Ricky Pearsall a été shot il y a quelques semaines. Et tu viens de me dire que ce gars-là va revenir au jeu avant Christian McCaffrey. Get out of here. Get out of here. Au-delà de ça, les gars, ailleurs dans la NFL, Saquon Barkley qui jouait contre son ancienne équipe, les Giants de New York. Oh. Que dire de ces Giants qui, une fois de plus, sont terribles. Puis, tu sais, on peut-tu parler d'une performance de Saquon Barkley qui envoie un message? Donc, performance de 176 verges par la course contre les Giants. Et Daniel Jones qui, on va se dire, c'est lui qui a reçu ce gros argent que Saquon Barkley aurait dû recevoir. Au-delà de ça... est-ce que Daniel Jones a fini ce match-là? Pas parce que ton MVP a terminé le match? On laisse la place à la légende des Broncos. La réponse est non. Mais je fais juste dire, ce match-là, pour vrai, si un carrière faisait une tentative de passe, tu avais à peu près 90% que ça finissait en sac. Il y a eu 13 sacs du corps dans ce match-là des deux côtés. C'est affreux. La ligne à l'attaque, vous faites quoi? Comment que mon roi, Daniel Jones, peut réussir à thrive dans ces conditions-là avec une ligne à l'attaque comme ça? Ça ne peut pas arriver. Giants football, baby. Tant qu'à parler de corps arrière et porteur de ballon, du côté des Browns de Cleveland, on pouvait saluer finalement le retour de Nick Chubb dans ce qui était quelque chose de très cute à voir aussi sur les réseaux sociaux cette semaine. Nick Chubb qui se fait féliciter par ses coéquipiers. Puis, vous savez qui aussi d'autres félicite les Browns? La ville de Cleveland en grand entier et le restant de la NFL parce que Deshaun Watson est blessé et on parle d'une blessure fort possiblement au tendon d'Achille, ce qui le laisserait de côté pour le restant de la saison. Et je le dis encore une fois, au grand plaisir d'absolument tout le monde autour de la planète football. OK, les gars, il va continuer à faire son argent, mais au moins on ne le verra pas sur un terrain de football parce qu'il ne mérite pas de l'être. En tout cas, je fais juste dire, puis je pense que c'est Félix qui l'a tweeté aujourd'hui, pour avoir vu KD et Aaron Rodgers avoir sensiblement la même chose qui leur est arrivé. All right. Je t'arrête là, Pop. Je fais juste dire, est-ce que Deshaun Watson va revenir? Point. On va faire ça très simple, Pop. Kevin Durant et Aaron Rodgers sont bons dans ce qu'ils font. Oui, je sais. Mais je fais juste dire que je regardais cette blessure-là et je me dis, je suis pas docteur, là, mais... D'après moi, on le verra plus cette saison. Ah non, on le reverra. Non, ça c'est clair. Mais là, est-ce qu'on va l'avoir tout court? Puis je fais juste dire que les Browns de Cleveland n'avaient même pas habillé Jameis Winston. Mais l'autre s'est blessé. Fait qu'on a quand même vu Jameis Winston en fin de match.
C'est Les incroyable. Browns, man. Les Browns, man. La NFL et le script. Et au-delà de ça, ben, Pop, tu avais mentionné un peu plus tôt dans le bloc qu'on partait déjà en vitesse, en deuxième vitesse, prêt pour les séries éliminatoires. On a déjà eu un petit peu de mouvement de personnel chez les receveurs. Davante Adams, c'est fait. Malheureusement, n'est pas un membre des Steelers de Pittsburgh, alors il porte maintenant l'uniforme des Jets de New York, là où on s'attendait fortement à ce qu'il va être. Je suis curieux aussi par rapport à ça, parce que la NFL ne semble toujours pas avoir donné d'amende ni à Aaron Rodgers, ni aux Jets, ni à Davante Adams contre les règles de recrutement. Attends, ça s'en vient, ça. Ça va arriver. Peut-être. Ça va arriver. Pour ceux qui n'ont pas vu les images, la journée même que l'annonce de cet échange-là se fait, Aaron Rodgers est de passage à l'émission de Pat McAfee et alors qu'il s'est fait demander « Hey, comment tu te sens par rapport à ça? » Tu as Davante Adams qui arrive en arrière dans le plan, qui était déjà à New York, qui était déjà là, il était déjà prêt. Je veux dire, c'est la NFL. Mais il était très blessé, hein. Sa grosse blessure était super sérieuse. Oui, vraiment, il ne pouvait plus jouer. Non, c'était super sérieux comme blessure. Et au-delà de ça... Non, mais vraie question, il joue ça en soir pour vrai? Il joue ça en soir? Oui, il joue. Oui, il a pratiqué toute la semaine. Il n'y avait aucun problème. Il est miraculeusement guéri. Comme je l'avais prédit il y a 3 semaines, miraculeusement guéri. Et au-delà de ça, les boys, Amari Cooper, qui finalement peut s'en aller de Cleveland aussi, a rejoint les Bills de Buffalo, puis il va être très content, celui qui, il va servir comme deuxième receveur, mais un deuxième receveur de qualité pour l'unité de Josh Allen. 66 verges attrapées, les gens à Buffalo, on le voyait, l'aimaient déjà. En même temps, c'est pas un vrai test parce qu'on faisait face aux Titans du Tennessee. Non, je confirme que c'est pas vraiment un test, ça veut rien dire. Avec légende des Steelers à la tête de l'attaque, Mason Rudolph, soit dit en passant. Hey, c'est drôle parce que j'écoutais Vikings-Lyon en même temps, puis des fois, je regardais un jeu, je retournais voir la game des Titans comme 3 secondes après, je suis comme... Puis c'était pas le fun à écouter ce match-là, c'était vraiment pas le fun. Tu sais, le tempo du match, tu vois, tu le vois là, juste à l'œil nu, comme c'est pas le fun à regarder. Non, vraiment pas. Les gars, j'ai très hâte, ok? J'ai vraiment hâte. Parce que la saison de basket va commencer. La saison de la NBA va commencer. Puis il y a tellement de bonnes choses à jaser. Parce que, encore une fois, les gars, ça fait longtemps, parce que ça a été rare, ok? Mais ce soap opera qui est le basketball de la NBA était relativement calme depuis la fin des Jeux olympiques. Puis là, on peut en parler. Parce que là, il y a des choses qui s'en viennent. Puis, pour ce petit bloc-là, Félix et moi, on jasera un petit peu de storylines, d'histoires qu'on va suivre tout au long de la saison, tandis que Pop va venir chambouler tout ça, puis nous donner des takes absolument horribles, piquants, épicés, comme vous le voulez. Encore pire qu'Aaron Rodgers MVP. Il n'y a rien qui battra ça. Il n'y a rien qui battra ça. Au-delà de ça, les boys, moi, quelque chose que je vais suivre cette saison, on va aller dans le côté de l'Est, puis ça n'a même pas... oui, ça a à voir un petit peu avec les Celtics, ça a un petit peu à voir avec les Knicks de New York. Ce sont les Bucks de Milwaukee. Parce que maintenant, les Knicks s'est maintenant implanté comme étant l'une des grandes forces dans l'Est. Deuxième favori, for sure, pour essayer de sortir de cette division-là avec les Celtics. Maintenant, tu avais les 76ers qui étaient un petit peu dans le mix. Mais ils se sont améliorés cette saison morte en faisant l'acquisition de Paul George. Maintenant, du côté des Bucks de Milwaukee, on va se le dire, on a mis tous nos jetons sur la table l'été dernier. Et pendant l'entre-saison, on ne s'est pas vraiment amélioré. Et par-dessus tout, Doc Rivers est encore à la tête de l'équipe. Toutes mes excuses aux fans des Bucks. À quel point est-ce que cette fenêtre est encore ouverte pour les Bucks de gagner avec cet alignement de Giannis Antetokounmpo et de Damian Lillard, alors que toutes les autres équipes se sont améliorées, tes joueurs superstars ont de la misère à rester en santé et par-dessus tout, Doc Rivers est encore ton entraîneur-chef. C'est difficile de croire. C'est vraiment difficile d'y croire, puis ça vend pas du rêve. C'est un peu comme... C'est comme les Pingouins au hockey. Tu regardes, mais les Pingouins un peu moins avancés dans le processus de tu dis, ouais, ok, cool, t'as les gros noms, mais t'as quoi d'autre? C'est... T'as Thanasis Antetokounmpo? Il est plus là, il est même plus là. Les gens pensent qu'il est encore là, mais il est même plus là. C'est ridicule. Ça en dit long sur son rôle sur l'équipe.
Oui, effectivement. Écoute, je vais rebondir un peu sur ce storyline-là pour parler un peu de l'Est, moi aussi. Tu as parlé des Knicks brièvement. Moi, je veux voir quels vont être les effets de la transaction de Karl-Anthony Towns. Pour moi, ça a été la grosse transaction dans la NBA pendant la saison morte. Évidemment, les Knicks s'améliorent avec Karl-Anthony Towns, qui est un des meilleurs pivots de la ligue, va ouvrir le jeu offensif. Ceux qui l'ont jamais vraiment vu jouer Karl-Anthony Towns, vous allez comprendre assez rapidement pourquoi les gens au Minnesota l'adorent. Ça va ouvrir le jeu, il va marquer des 3 points, ça va être incroyable. Les Timberwolves, par exemple, deviennent une équipe beaucoup plus profonde. Parce qu'on a maintenant Julius Randle qui est un fit plus naturel avec Rudy Gobert. Et on a surtout Dante DiVincenzo qui... Quel joueur! Sérieux, je l'aimais déjà avec les Knicks l'an passé. Puis oui, c'est de la pré-saison cette année, mais tu le sens qu'il y a un fit avec les Timberwolves, puis que ça va bien et tout, puis qu'il est à sa place dans ce groupe-là. On va lui trouver des minutes. Chris Finch doit capoter avec toutes les options qu'il a à sa disposition avec les Conley, Edwards, McDaniels, Randle, Gobert, DiVincenzo, Nickel Alexander-Walker. Il y en a tellement. Il y a tellement de joueurs de calibre NBA chez les Timberwolves, puis ça va être incroyable. Je pense que ces deux équipes-là vont pouvoir connaître du succès. Puis j'imagine juste, pendant une petite seconde, une finale entre les Timberwolves et les Knicks qui Non, est Félix. possible. C'est réaliste. Non, Imaginez Félix. quand même l'ambiance. Non, Félix. Non, mais c'est Non, réaliste. mais moi, je C'est fais juste dire que la WNBA, c'est New York contre Minnesota. Let's go, on fait ça dans la NBA. Pas de problème. mean. Mais pour elle, j'ai hâte de voir à quel point les Knicks vont s'être améliorés avec Karl-Anthony Towns. Et surtout, j'ai déjà hâte de voir le discours public changer sur Karl-Anthony Towns dans 3 semaines que, ouais, au Minnesota, c'était un choker, mais avec les Knicks, mais quel joueur de basketball révolutionnaire, quel joueur élite, un joueur top 15 de la NBA quand il était au Minnesota. Est-ce que c'est un joueur top 100 de la NBA? En tout cas, j'ai déjà vraiment hâte de voir ce beau discours changer après 2 semaines? 3 semaines? Ce qu'on appelle le syndrome des Yankees de New York, que tout le monde est bon. Mais c'est Le ça. syndrome du gros marché. Le syndrome du gros Le marché. syndrome du gros marché. Pour vous donner un exemple, on l'a déjà avec OG Anunoby, qui était l'un des meilleurs joueurs défensifs dans la NBA quand il était avec les Raptors de Toronto. Puis là, tout d'un coup, il est rendu à New York, puis on le plaçait parmi les favoris pour remporter le titre de joueur défensif de l'année. Je veux dire, c'est terrible. Mais mon Dieu, que les Knicks, ça va être le fun. À voir, pas peut-être pour Mikal Bridges, que là, peut-être un petit peu de misère avec son tir cette saison. Là. Je m'inquiète un petit peu par rapport à ça. Je vais rester dans l'Est un petit peu avec ça, les boys. Pour nos partisans du nord de la frontière américaine, pour l'équipe nationale canadienne des Raptors de Toronto, j'ai envie de suivre ça un petit peu. C'est quoi les attentes pour cette saison-là? Parce que là, c'est quelque chose qu'on jasait, les gars, avant d'enregistrer. Les Raptors ont des bons éléments, mais en même temps, on dirait un petit peu... Comment je pourrais comparer ça? Ce que le Magic d'Orlando faisait jusqu'à il n'y a pas plus que 4 ans, où notre équipe est constituée d'ailiers, ou en anglais, la position de forward. Juste des joueurs de 6 pieds 7 qui fassent un petit peu de tout correctement, mais rien de manière très excellente. Et là, ça amène un petit peu à ça. C'est quoi notre attente pour cette équipe-là des Raptors? Sais-tu quoi? Je vais lancer un take là-dessus. Cooper Flag va porter l'uniforme des Raptors de Toronto l'année prochaine. Tu vois les Raptors? Non, mais je vois pas les Raptors être pires que, mettons, les Pistons ou les Wizards. Et moi, je fais juste dire Cooper Flag va devenir un membre des Raptors parce que les Raptors vont gagner la loterie. Ouais, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Cooper Flag, projeté comme étant le premier choix au prochain repêchage de la NBA. La NBA qui joue à Duke, le typical white boy de Duke que tout le monde connaît. Évidemment, il joue à Duke, mais non, je te dirais que let's go. Pourquoi pas Cooper Flag avec les Raptors? Je lance ça dans l'univers. Ok, j'aime ça comme hot take. Puis écoute, je sais que ton deuxième hot take a un lien avec ma deuxième storyline, fait que je vais me lancer comme ça. J'ai tellement hâte de voir Victor Wembanyama deuxième année. J'ai tellement hâte de voir ça parce que on l'a vu l'an passé, ce gars-là est incroyable. Ce gars-là est tout aussi bon que ce qu'on nous a vendu. Un gars de 7 pieds 4 qui tire le 3 points comme s'il était Steph Curry, qui est incroyable défensivement.
Puis sérieusement, j'ai des grandes attentes pour Wemby cette année. Je pense que ce gars-là, Pas le choix. joueur défensif de l'année, c'est à lui de le perdre. Je pense que l'année passée, c'était Rudy Gobert. Là, le flambeau est passé. Puis je pense que maintenant, ça va être Wemby qui va être le favori pour les 10-15 prochaines années. Attends un petit peu, Félix. Oui, mais l'an prochain, c'est Anthony Edwards. L'an prochain, Voilà. c'est Anthony Edwards, mais Wemby va être le favori pour 10-15 ans. Puis je pense qu'on va avoir une énorme saison de lui parce que, man, il est tout seul à San Antonio. C'est lui, puis Chris Paul, puis le pouvoir de l'amitié. C'est quoi? Il n'y a personne d'autre, man. Fait que je pense qu'il peut marquer 30 points par game sans problème. Mais puis par-dessus 3 tout, blocs par Félix, game, let's go. par-dessus tout, Félix, ça sera pas Jeremy Sohan qui va lui passer le ballon. Là. Non, c'est Chris Paul. Quelle amélioration incroyable. Tu C'est passes comme- de ça à ça, là, ça n'a aucun sens. À quel point Jeremy Sohan est un terroriste pour la carrière de Wembanyama parce que c'est Man. si ruiné absolument. Man. Fouf. Mais C'est lourd, à regarder. je pose la question honnêtement. Si Victor Wembanyama ne se blesse pas à long terme, il ne manque pas beaucoup de matchs. Est-ce que les Spurs est dans le play-in? Ou même, je te dirais, peut-être 6e et évite le play-in? Non. Non, je crois. Non, j'aimerais ça y croire, mais non. Hey, si Wemby amène cette équipe-là en série, c'est le meilleur joueur de la NBA. Vraiment. C'est aussi simple que ça. Parce que, il mettons, est tellement tout seul. Tellement tout seul. parce que, mettons, OKC, les Timberwolves, Denver, Dallas, je pense qu'on peut dire sans tromper, c'est le top 4 dans l'Ouest. Après ça, t'as la Nouvelle-Orléans, t'as Phoenix, OK, Sacramento, OK, avec DeMar DeRozan. Moi, je pense qu'il y a un petit scénario où on peut dire que... Hein, moi, je fais juste dire que Kawhi Leonard ne commencera pas l'année aux Clippers. Viens faire à croire que les... Quelle surprise, shocker. Viens faire à croire que Steph Curry va encore ramener les Warriors de Golden State comme il fait depuis 10 ans. Et je ne sais pas, les Lakers avec LeBron James et Anthony Davis, on sort la cassette de tous les années. Moi, je fais juste dire. Moi, je vois un scénario, les Spurs sortent du tournoi du play-in et jouent une vraie première ronde de série. OK. Ben écoute, ils peuvent possiblement être la dernière équipe qualifiée, mais. T'imagines-tu Chris Paul qui gagne un championnat, peut-être pas cette année, mais éventuellement, Chris Paul qui gagne enfin son championnat de la NBA avec les Spurs de San Antonio? Comment ça serait curse? Ça serait tellement curse! Mais to be fair, les gars, j'ai regardé un petit peu les Warriors cette semaine. Là. Buddy Hield est quand même. Buddy Hield est un bon remplacement par rapport à ce qu'on avait de Klay Thompson dans les 2 dernières saisons. Ouais. Klay Thompson qui d'ailleurs est complètement washed. Absolument. Puis écoute, je pense que les Warriors, si tu parlais de Jonathan Kuminga est tellement bon. Puis je pense qu'on va vraiment le voir cette année exploser. Je pense que les Warriors sont tellement... Je pense que les Warriors vont vraiment... Écoute, déjà que je crois pas aux Spurs, je pense que les Warriors vont être meilleurs que tu penses. Les Warriors ont peut-être... Tu sais quoi? Oui, en effet, ça peut être spécial. Les gars, parmi la grande joute de prédictions qu'on va avoir, bien sûr, on n'a pas le choix de parler de qui vont être nos MVP parce que s'il y a bien un sport que le titre de MVP est controversé, c'est bien au basketball. Le grand argument de le joueur le plus utile, le meilleur joueur de la NBA. Tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que ça devrait être Nikola Jokic jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Mais parce que si la NBA... Ou Wemby s'il amène les Spurs en série cette année. Hey, voilà! Tu sais quoi? Peut-être qu'il pourrait être 3e. Mais la raison pourquoi, c'est que la NBA fonctionne beaucoup par un principe, bien sûr, c'est ce qu'on voit. Le meilleur joueur de la meilleure équipe. Mais on donne aussi beaucoup aux joueurs à qui on aurait dû le donner, mais une année trop tard. Puis là, cette saison, j'ai l'impression que ça va être le cas de Luka Doncic. Tu sais, quelqu'un qui flirte depuis trop longtemps avec le prix du MVP pour ne pas encore l'avoir Moi, j'allais apporté. dire que Luka Doncic... j'allais dire que je vais prédire Luka Doncic MVP tant aussi longtemps qu'il va en gagner un. Tant aussi longtemps qu'il n'en gagnera pas un, je vais prédire Luka Doncic MVP tout le temps.
Non, mais moi, c'est plate parce que je pensais qu'elle allait avoir. Je pensais que vous alliez aller plus vers Jokic, vers Shea. Fait que, tu sais, je suis comme, je vais pouvoir dire Doncic, tu sais, il dira pas. Mais là, les deux, vous avez Doncic. Fait que là, tu sais quoi? Fuck it. Anthony Edwards MVP. Calice! Fuck it. Anthony, écoute, le meilleur joueur de la meilleure équipe, les Timberwolves ont tellement de profondeur, les Timberwolves ont tellement de talent. C'est réaliste pour moi de croire que cette équipe-là peut finir au premier rang dans l'Ouest parce que ça va être. Pour moi, c'est eux au OKC. Puis je pense que c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup parce qu'on a un jeune garde vedette avec un super bon noyau autour pour le complémenter. Pour moi, ça se joue entre les Timberwolves et le Thunder. Peut-être les Nuggets, mais je pense que les Nuggets ne seront pas là. Peut-être les Mavericks, mais je pense que les Mavericks vont être une petite coche en dessous parce que oui, on a Doncic, on a Irving, puis on a quelques joueurs de soutien, mais on n'en a pas autant que les deux autres équipes. Pour moi, ça se joue entre les Timberwolves et le Thunder. Puis je pense que c'est réaliste de penser que Anthony Edwards, que la Ligue essaie de pousser comme le prochain visage de la Ligue. Le prochain, Michael Jordan par-dessus. Ouais, c'est le fils légitime de Michael Jordan, là, mais absolument. Tu regardes ça, tu te dis, je sais pas, man. Je sais pas. C'est ce qui serait vraiment le fun. Tu sais, j'aime ça pousser des scénarios catastrophes et apocalyptiques. Il dit, oh non. Karl Anthony Towns MVP avec les Knicks. Ben écoute, si les Knicks... C'est moins pire que dire Aaron Rodgers, mais ça serait tellement drôle que Karl Anthony Towns gagne MVP à sa première saison avec les Knicks. Comprends-moi bien, je suis vraiment pas all-in là-dessus, ok? Mais admettons que les Knicks finissent premier, puis Karl Anthony Towns a une grosse saison. C'est sûr que Brunson va être un problème, mais man, pas complètement impossible. Mais je mets pas tout mon argent là-dessus, hein, vraiment pas. Vraiment pas. Nous, on va l'air d'accord. Non. Écoute, oui, il y a quelqu'un chez les Knicks qui pourrait gagner le MVP, mais ça serait Jalen Brunson. Je suis désolé, là. Je veux dire, c'est comme l'âme de cette équipe. C'est lui qui fait que les Knicks sont encore là aujourd'hui, mais bon. Félix, maintenant, s'est mis le clan Brunson à dos cette semaine. Si on peut se fier à l'interaction que Dante DiVincenzo a eu à la ligne des lancers francs contre Rick Brunson, père de Jalen Brunson, comme ça qui arrive quand il te laissera runner le show. C'est ça qui arrive quand il te laissera runner le show. À quel point est-ce que Rick Brunson voulait mettre son fils de l'avant? Tu vois? Finalement, les Knicks de Villanova n'auront duré que moins 3 games. Ouais, voici où on en est. Au-delà de ça, les boys, on parle de tout ça, c'est bien beau, là. Mais qui gagne le championnat? Fuck it, les Timberwolves. Le pire, c'est que ça a de l'allure, c'est ça le pire. Tu sais, on peut dire, mais on peut voir du favoritisme, on peut le coller tant que tu veux, mais ça peut arriver. Écoute, tu sais, je dis les Timberwolves, puis tu sais, j'y crois, mais c'est sûr que les Celtics vont être là, c'est sûr que les Knicks, man. Oui, les Timberwolves, j'espère les Timberwolves, mais tu me demandes ma prédiction aujourd'hui, l'équipe que je pense qui va les Knicks. Je pense que les Knicks vont atteindre un autre niveau cette année. Tu sais, l'équipe était bonne l'an passé, puis c'est pas mal les blessures qui ont ruiné le parcours de cette équipe-là en série. Ajoute Mikal Bridges, ajoute Karl Anthony Towns. Enlève DiVincenzo, mais ajoute ces deux-là. C'est une grosse amélioration. All right. Pop qui gagne le championnat. Qui gagne le championnat? Les Spurs? Ce serait le fun, hein? Avec Chris Paul qui gagne une finale de l'NBA, ça serait tellement incroyable. Je vais être plate, mais Boston sont là pour rester. Pour vrai. Oh, bouh! Hey! J'ai collé les Chiefs l'année passée, puis regarde ce que ça fait. Le choix plate, des fois, ça paye. Le choix plate, ça paye. Les Celtics de Boston sont là pour rester. Pour moi, tant que Tingus va être un membre des Celtics, ça va être contender jusqu'à la toute fin. Pour les 3 matchs qu'il va jouer en santé aussi. Ben là, ça c'est une autre affaire, mais tout ça. Mais par contre, si on me demande quelle équipe je veux voir gagner, mettez-moi OKC demain matin. Demain matin, moi, je vais root secrètement pour OKC. Les Knicks aussi, j'aime le choix. J'aimerais beaucoup ça qu'ils gagnent. Mais je pense que je vais prendre OKC. Je vais prendre pour OKC. Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, toute cette gang-là, c'est juste incroyable. Puis, ils n'ont pas aussi rajouté Alex Caruso, qui est un dog. Isaiah Hartenstein aussi.
qui est blessé en ce moment, mais... Oui, même. Mais je fais juste dire, si vous avez déjà vu Félix avoir peur dans la vie, parlez-lui du Thunder d'Oklahoma City en ce moment. Ouais, en ce moment, je pense que la course dans l'Ouest, c'est vraiment juste entre ces deux équipes-là. Puis après ça, tu sais, 3-5, on va se battre Mavericks, Nuggets. Puis tu sais quoi, je pense que les Kings feront partie de ce mix de 3-5, mais au-delà de ça, 1 et 2, c'est entre le Thunder et les Timberwolves. Je pense que je vois quand même le Thunder finir en avant des Timberwolves juste parce que c'est un groupe ancré, c'est un groupe qui maintenant a de l'expérience. Puis tu sais quoi, ils n'ont pas échangé leurs joueurs vedettes durant l'entre-saison. Malgré que je vais quand même le donner aux Timberwolves, ça risque probablement de plus fonctionner, mais tant que Rudy Gobert est encore sur cette équipe-là, je ne les vois pas aller plus loin en séries éliminatoires que ça. There we go. Non, mais je trouve ça long avant qu'il parle de Rudy aussi. Je trouve ça long avant qu'il parle de Rudy Gobert aussi. Le basketball est de retour, les gars. Puis absolument. Je peux pas, pour ce premier épisode qu'on parle de basket de la saison, sans en lancer une à Rudy Gobert. Sans pousser ton agenda de propagande de haine envers Rudy Gobert. Écoute, ils seront probablement, encore une fois, l'une des meilleures équipes, si ce n'est pas la meilleure équipe défensive durant la saison régulière. Mais en série éliminatoire, ramène-moi Rudy Gobert à la ligne de lancer franc, puis hack Rudy, on va l'avoir cette année en série éliminatoire. Mais les gars, Pop, tu vas me remercier pour ça. Mes champions de la NBA en 2024-2025, ce seront les Knicks de New York avec cette nouvelle formation étoile et Karl Anthony Towns. Puis, vous dites, tu sais, oui, OK, peut-être que je dis ça juste parce qu'ils ont cette grosse équipe-là. C'était une des bonnes équipes aussi pour l'emporter l'année passée. Là. N'oublions pas ça. Mais c'est juste parce qu'on veut du Side Talk NYC jusqu'en juin. Oui! Sign me the fuck up pour ça! Donnez-nous du New York Hot Mic dans la rue jusqu'au mois de juin. On va être là. Puis, encore une fois, on a vu les Knicks. Qu'est-ce qui peut arriver avec juste une bonne équipe maintenant dans toutes ces capsules vidéo de Side Talk NYC? Mais là, mettez-nous une équipe qui remporte le championnat. Je pense que la ville de New York va perdre ce qui reste de sa santé mentale. Les boys, je vais juste dire 2 mots là-dessus. Bing bong. Bing bong. Ah, ça va être la fun pour ça. Donc, on est back. Hey, les 4 ligues vont être en action en même temps. We're so fucking back. Ah, incroyable. Ça va être tête. Mais on est back. Juste dire que le début de la saison se donne mardi le 22 et c'est dans un match justement qui oppose les deux puissances dans l'Est, soit les Knicks et les Celtics à 7h30. Puis après ça, on verra les Timberwolves de Félix. Sûrement les Nuggets. Il y a une rivalité ici ou peut-être le Thunder parce que c'est une autre grosse équipe qu'on s'attend cette saison. Et nope, Félix, qui seront les adversaires jour 1 des Timberwolves? Écoute, très honnêtement, je me sens comme un mauvais fan parce que j'ai... Ah oui, c'est vrai, c'est les Lakers. C'est vrai, ils jouent contre les Lakers. C'est vrai, ils jouent contre les Lakers. Parce que... Il faut qu'ils gagnent ce premier match-là. Il faut que les Timberwolves... Je veux pas entendre LeBron puis Bronny dire « Oh, wow, on a gagné notre... » Je veux pas. Je veux une humiliation totale. Dans l'arène télé, je veux une humiliation totale pour ce match. C'est déjà annoncé que Ken Griffey, senior et junior, vont être présents pour ce match-là, juste pour pousser le narratif encore plus loin. Mais je rêve du podcast la semaine prochaine où on apprend que Bronny James a mis genre 40 points à son premier match dans l'NBA. Mais puis tu le sais déjà qu'ils vont avoir le sifflet des Lakers que tu sais, il faut que les Lakers gagnent. Puis c'est insupportable de jouer contre les Lakers. C'est insupportable de jouer contre les Lakers. Allez chercher la victoire, sortez de là, puis on s'en débarrasse de là. Mais tout ce que je peux dire, Pop, c'est que tu devrais pas t'attendre à un match de 40 points de Bronny. Là, c'est quoi? Là, on jasait cette semaine avec les gens d'Alioup 360 et Eliamoud qu'on a reçu plusieurs fois sur l'émission nous envoie une publication Twitter qui montre des statistiques de Bronny James. 25 points, 13 rebonds, 4 assists. Je regarde ça. Non, il n'a pas fait ça en un match. Non. Ce sont ses totaux en pré-saison. Probablement, 5 à 6 matchs. OK. Finalement. Puis, dites-vous,
OK, puis il pourrait peut-être le rétrograder dans la G-League. Les gars, je pense même pas qu'il est même assez bon pour être dans la G-League. Là. Puis, encore une fois, on va se dire un 55e choix, mais quel 55e choix a fait son équipe jour 1 comme ça? Mais tu vois, je suis déjà prêt à la petite bullshit de lui qui va avoir genre un petit 10 points dans ce premier match-là parce que on va vouloir lui donner le ballon et tout. Puis je suis déjà prêt à cette petite bullshit. 10 points, genre en garbage time quand genre les Timberwolves vont gagner par 20 points. Là. Mais tout le monde va juste parler de ça. Tout le monde va juste parler de ça. Tellement insupportable. Vraiment. Anyways, les boys, est-ce que vous savez quelle heure? Il est l'heure que les Jets sont en train de saquer une volée aux Steelers, mais je pense pas que c'est la réponse que tu attendais. Non, je pense pas. Avant qu'on s'y rende, les gars, c'est l'heure du perron d'église. Alors, le perron d'église, à chaque semaine, on vous envoie sur les réseaux sociaux une invitation à jaser avec nous. Posez-nous une question. Amenez-nous, un take absolument terrible. Puis on va débattre et on va jaser avec vous. Et cette semaine, nous en avons une très spéciale qui nous provient de... J'ai la liste ici, donne-moi 2 secondes. On va commencer vite de même. J'avais une bonne question aussi. Je dirais ça ici. Question de la Ligue nationale qui est posée par mon frère, soit dit en passant. Shout out, notre gagnant de Survivor, soit dit en passant, oui. faut-il le rappeler, qui nous demande qui est la pire équipe à regarder en ce moment dans la Ligue nationale? L'Avalanche du Colorado, les Kings de Los Angeles ou les Oilers d'Edmonton? Là, je suis désolé, les gars, mais je vais devoir y aller avec ça. Là. Est-ce qu'on donne les Oilers, l'Avalanche, les Kings? Donnez-moi les Oilers d'Edmonton. Ouais. Il n'y a plus d'excuses. Il n'est plus supposé avoir d'excuses pour ces Oilers-là. Là. C'est une équipe qui était à un but d'une Coupe Stanley. OK, l'année dernière, on se dit, oui, on a eu un petit peu de misère. Mais tu sais, on a fait le changement au poste d'entraîneur-chef. Puis regardez où on est aujourd'hui. Ouais. On est quand même maintenant avec cette équipe ancrée, avec ce personnel ancré. On a de l'expérience ensemble. Puis on a de la misère à aller chercher des victoires. En ce moment, on est 2-4. En ce moment, on se bat avec les Sharks et les Ducks pour la pire équipe dans l'Ouest. C'est pas chic. Mais en même temps, c'est une histoire qu'on a déjà vue à Edmonton l'an passé. Tu sais, c'était le même début de saison l'an passé à Edmonton. Moi, tu vois, je vais répondre différemment parce que, tu sais, les Oilers, je suis convaincu qu'on va s'en sortir. L'Avalanche, je suis convaincu qu'on va s'en sortir. Les Kings, je suis pas sûr qu'on va s'en sortir. Les Kings, je suis pas sûr. C'est pas chic en ce moment ce qui se passe avec les Kings. Puis j'ai les doutes sur cette équipe-là depuis l'an passé. Je suis pas un grand fan du noyau des Kings en ce moment. En ce moment, c'est quoi le plan pour aller en série? C'est Darcy Kemper? Puis je sais, tu sais, oui, c'est vrai qu'Alexander Georgiev avec l'Avalanche, c'est pas chic, mais l'Avalanche a Nathan McKinnon, Mikko Rantanen, Kyle McCarr. On a un deuxième trio au complet qui va revenir bientôt. Les Oilers, je peux pas croire que McDavid, Draisaitl et tout ça feront rien pendant toute une saison. Les Kings, par exemple, je peux croire qu'on aurait de la misère à bien se relancer. Je vais dire les Kings parce que c'est l'équipe que je me dis peut-être que là, on est vraiment en danger pour le reste de ça. On parlait je parlais un peu de la centrale américaine pour le baseball. Puis j'ai un peu la même sensation pour les Kings. Quelle équipe uninspiring. Pour vrai, enlève-moi Andy Kopitar et ce club-là est beige que le sacrement. Ouais. Beige. Il n'y a rien de vraiment excitant à se mettre sous la dent. Les Kings sont peut-être relevant juste parce que, justement, ils ont les Ducks et les Sharks dans la même division pour grossir des victoires un peu. Ça fait très central de l'américaine, tout ça. Et je me dis, les goalers, ça ne change rien. Drew Doughty, c'est out pour l'année. Tu sais, moi, je me dis, quand ton équipe, quasiment ton premier centre, parce que, en tout cas, oui, Andy Kopitar est là, mais tu sais, quand un de tes centres, c'est Philippe Danault, qui n'a jamais été le summum de l'excitation. Je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Tu
tu sais, c'est pas le fun à regarder. J'ai écouté la game du Canadien contre les Kings. C'était genre, me semble que je suis pas forcé d'écouter ça, mais je le regarde pareil puis je me demande pourquoi. Je suis comme, pourquoi? C'est juste bête, c'est juste plate. Tu sais, oui, les Oilers, ça va pas bien, mais tu sais pas un soir si McDavid puis Draisaitl va faire 5 points chaque, Zach Hammond va faire 3 points, va faire 3 buts, puis t'as Evan Bouchard qui va faire de quoi. Puis ça va finir genre en affaire comme 8-7 pour l'autre équipe. Ils vont perdre. Mais Chris, au moins, ça sera excitant et chaotique un peu. Même chose un peu du côté du Colorado. Mais on oublie peut-être les Prédateurs de Nashville, peut-être, qui sont la seule équipe à n'avoir toujours pas de victoire, soit en passant dans la ligne nationale un peu. Même qu'ils n'ont jamais mené par plus qu'un but depuis le début de la saison. Ben, c'est ça l'affaire, Pop. J'ai pris le temps un peu de relire la question pour être sûr. Est-ce que les Prédateurs faisaient partie des choix? Puis juste pour l'exercice, OK, ils ne faisaient pas partie des choix, mais clairement que les Prédateurs feraient partie de ça. Puis là, je veux bien, là, OK? Oui, mais là, tu sais, bon, nouvelle équipe, on commence à se reformer un petit peu. Tu sais, c'est tout du nouveau monde qui n'ont jamais joué ensemble. Je veux bien, mais là, tu commences à parler de professionnels et les deux grosses acquisitions de cette équipe-là, ce sont des gens qui ont gagné la Coupe Stanley, soit dit en passant. Des gens qui savent comment gagner des matchs de hockey les plus importants. Et le seul fascinant qui était capable d'amener en ce moment, c'est Steven Stamkos qui tire un lancer sur réception pour marquer son premier but avec les Prédateurs au 5e match de l'équipe. C'est t'as Jussi Saros qui n'est pas à 100% non plus, ou du moins qui ne donne pas le rendement que tu aurais souhaité. Mais en tout cas, je fais juste dire que les Kings, pour moi, si ça ne joue pas contre les Ducks et les Sharks plusieurs fois par année, pour moi, je dors là-dessus carrément. On va risquer de dormir bien gros cette saison. D'ici là, la deuxième question que nous avons pour vous, chers auditeurs. Mais est-ce que Devante Adams va vraiment aider les Jets à être meilleurs? Ou pensez-vous qu'avec même toutes les armes, est-ce qu'ils vont rester mid et manquer les playoffs? Et ça nous provient de Émeric Macias. Et en ce moment qu'on enregistre ça, les Jets ont l'air, pour citer un cher philosophe, la meilleure chose qui a été inventée depuis le pain tranché. En ce moment, l'attaque des Jets clique, mais en même temps... Tout ça dans une performance contre la tertiaire des Steelers qui est absolument terrible en ce moment. Ah, puis aussi, ça donne que Russell Wilson, il joue en ce moment pour les Steelers, puis j'ai envie de pleurer. Ça pour dire. C'est quoi, Émeric? J'aurais aimé ça que cette transaction-là se passe bien plus tôt que ça. Parce que là, en ce moment, les Jets, on est 2-4. On pourrait être 2-4. Mais au-delà de ça, le classement de l'américaine, c'en est pas un qui est très facile à percer. Et encore moins celui de l'Est, parce qu'on s'entend que les Jets ne regagneront pas le dessus de la division. Ils ne rejoindront pas les Bills de Buffalo, qui, eux aussi, se sont améliorés, soit dit en passant. Non, je ne vais pas tirer pour les Jets. Moi, tu vois, tu dis oui, la division est... Je sais pas, man. Les Bills me puent toujours un peu au nez. De là à dire que je suis convaincu que les Jets vont remonter, non, là, mais les Bills me puent au nez. Puis là, quand tu vois les Jets, on a été chez Davante Adams, Son Reddick qui vient de signer, va arriver et tout. Là, c'est sûr qu'évidemment, les deux gars vont devoir apprendre un peu sur le tas. Puis oui, ça peut être long, mais je regarde l'attaque des Jets, là. T'as Davante Adams, t'as Garrett Wilson, t'as Breece Hall, t'as Braylon Allen, t'as Alan Lazard, t'as tellement de ressources que je me dis, voyons que cette attaque-là n'a pas le potentiel d'être absolument élite, puis la défense, je continue à croire en cette défense-là des Jets. Peut-être qu'on ne gagnera pas la division, mais je sais pas, je pense qu'il y a une place à prendre en série dans la AFC et tout, puis on le voit en ce moment, ils sont capables de tenir leur bout, même de mener contre les Steelers. Les Steelers qui sont en ce moment en voie de faire les séries dans la AFC. Je sais pas, on dirait que j'y crois. Je suis pas all-in là-dessus, mais de là à dire que j'y crois pas, non. Est-ce qu'ils vont rester mid-ordinaire? Oui, je pense que ça ne sera pas une équipe qui va gagner
tous les matchs du reste de la saison finir à 13-4 et tout, mais je sais pas, peut-être qu'à 9-8, 9-8, peut-être 17, tu rentres en série. 17, ce serait une grosse fin de saison. Surtout s'ils perdent ce match-là, mais 9-8, 17, peut-être que tu rentres, que tu fais un peu de bruit, puis je sais pas, je ferme pas la porte à ce scénario-là pour les Jets. Rafraîchissez-moi la mémoire, c'est 6 ou c'est 7 équipes par conférence qui rentrent en série? 7? Écoute, si les Jets gagnent ce soir, finissent à 3-4, on est juste à un match derrière les Colts d'Indianapolis et les Broncos de Denver. Arc. Puis tu fais les séries, là. Les Colts d'Indianapolis, qui est probablement l'équipe la moins constante de la NFL, puis les Broncos de Denver qui sont... sont nuls. Ils ont une défense. Ils ont une maudite bonne défense, par exemple. Les Titans aussi étaient supposés avoir une défense, c'est pourtant. Ouais, ok, laisse-moi tranquille. Mais tu sais, je fais juste dire, là, tu sais, oui, le portrait est peut-être dur à faire dans l'américaine, mais je pense que ça va jusqu'à la 6e position. C'est pas mal peut-être réglé. Peut-être la 7e. Tu sais, les Bengals, les Broncos, les Colts, les Jets, les Dolphins, peut-être. Moi, si tu me dis qu'Hassan Reddick va jouer, que tu vas avoir Devante Adams en santé avec Aaron Rodgers, avec Brissard et toute la patente, moi, je pense que la 7e place, c'est quand même possible. Fais attention, parce que là, il y a toi qui recommence à s'entraîner. Là. Peut-être que. Mais avec toi qui joue, aimes-tu mieux les Jets ou avec les Dolphins avec toi? OK. Hey, tu mets dans un faux dilemme parce que les deux, je les vois pas. OK, non, mais OK, c'est bon. Parfait, ça répond à ma question. Les deux, je les vois pas. Ben, qui prend ta 7e place d'abord? Faut bien qu'il y ait quelqu'un, parce que ce ne sera pas les Titans. OK, Gun, ça tempe les Dolphins. OK. Mais j'aime pas ce que je vois des Dolphins non plus parce qu'on sait déjà que passé en hiver, ils seront pas capables de jouer contre une des équipes un peu plus nordiques. Là. Juste pour faire la nomenclature des choses, je vais vous faire un peu le classement de l'américaine. Les Chiefs, sans surprise, numéro 1, qui sont à 6-0. Ouais. Houston, Buffalo, les Ravens, Pittsburgh, les Chargers, ça, c'est le top 6. Fait que c'est ça. T'as le 7e rang, c'est comme Indianapolis, Denver, Cincinnati, les Jets, puis les Dolphins. Puis, je m'excuse, mais même les Chargers... non, je te dis, il n'y a rien d'inspirant là-dedans, là. Parce que oui, les gars, j'ai dit... Les Jets peuvent se battre avec les Chargers et avec toutes ces équipes-là. Parce que oui, les gars, j'ai dit que le classement est difficile à percer, mais c'est pas parce qu'on est rempli de bonnes équipes. C'est juste qu'il y a tellement d'équipes mid qui partagent un classement similaire que tu sais même pas où tu vas te retrouver dans tout ce brouhaha-là. Là. Attends, je veux juste aller voir ce que ça ressemble, le calendrier des Jets pour la fin de la saison. OK, juste la semaine prochaine, on affronte New England. Fait que déjà ça, on peut quasiment revenir à 500 dès la semaine prochaine. Houston, Arizona, hey, Indianapolis le 17 novembre, mettez ça sur votre calendrier. Et 2 matchs contre Miami au mois de décembre. Miami au mois de décembre. Ces 3 matchs-là peuvent déterminer la saison des Jets. Très sincèrement. Puis c'est pas des matchs qui vont être excitants, là, mais c'est 3 matchs qui peuvent déterminer la saison des Jets. Si les Jets gagnent contre Indianapolis le 17 novembre, là, on a quelque chose. Ouais, je suis d'accord avec ça. Donc, les gars, avant qu'on se quitte, on vous a posé cette semaine notre question du joueur de la semaine. Donc, voici ce qu'on avait cette semaine. Alors, devinez le joueur qui a porté les couleurs des Suns de Phoenix de 2018 à 2023. Ensuite, je vais vous spoiler un petit peu, mais une partie de la saison 2023-2024 a porté l'uniforme des Nets de Brooklyn. Et maintenant, pour la saison 2024 à on ne sait pas quand, même si on sait que les choses bougent souvent et rapidement dans la NBA. Ben, la réponse, les gars, c'est Mikal Bridges. Donc, Mikal Bridges qui s'est fait un nom en tant que joueur 3&D, donc qui tire le lancer à 3 points de manière très excellente et un défenseur hors pair, a été un marqueur de premier plan avec les Nets de Brooklyn. Maintenant, va être intéressant à voir chez les Knicks. Peut-être réintégrer un petit peu la chaise du joueur défensif qui va tirer des tirs à 3 points. Ça va être intéressant de voir parce que certainement son tir à 3 points n'est pas excellent en cette pré-saison, mais bon. Non.
On peut mettre ça sur le dos de la roue. En même temps, la pré-saison, c'est là que Ben Simmons réussit des 3 points. Fait que ça vaut ce que ça vaut. Là. Ben justement, ça vaut ce que ça vaut. Anyways, les boys, tout le monde à la maison, merci beaucoup d'avoir passé cette dernière heure et demie avec nous autres à la Triple Menace. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment par notre groupe Facebook, les Superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous et participer avec l'émission telle que le Perron d'église. Sinon, Instagram, TikTok et YouTube, où vous retrouvez certains passages et segments en complet de l'émission. D'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la Triple Menace et ciao, ciao!